On est très heureux de recevoir Agnès Turnauer, artiste, donc, qui a plusieurs pratiques artistiques. Sur son site internet, agnesturnauer.net, on peut lire « Language is the issue ». En effet, les mots comme les images sont pour Agnès Turnauer de déclencheurs d'espace. Elle écrit beaucoup, elle prend des notes. Elle s'intéresse à l'écriture et au rapport entre le texte et l'image. Langage qu'elle met finalement en œuvre en 3 dimensions quand elle pratique la sculpture. C'est la féminisation des noms d'artistes dans un acte militant qui a fait connaître Agnès Turnauer, qui a transformé les noms d'artistes Marcel Duchamp, Marcel Dezeleux, Francine Picabia, Jacqueline Lacan, Annie Warhol, ces grands badges qu'elle a réalisés à l'occasion de l'exposition Elle en 2009 au Centre Pompidou. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre encore sur elle? Elle travaille sur la mise en abîme du langage pictural en pratiquant le mode citationnel. Et pour revenir à ce titre un peu énigmatique de conférence, le praticable serait l'atelier. Le praticable, c'est la scène, vous savez, la scène pour les arts vivants. C'est pour ça que vous avez cette image de Merce Cunningham en train de danser sur le praticable. De Hannah Alprin, pardon. Et voilà, on va voir comment, à travers la citation et la référence à l'histoire de l'art, elle va recréer un paysage, le sien, donc cette géographie de la pratique artistique. Merci beaucoup et merci pour votre accueil. Alors, la théorie du praticable, l'histoire comme géographie. Alors, il faut que j'ai dans une main le micro, la feuille et l'ascenseur. Vu à une certaine distance, le temps historique que nous vivons est une infime parcelle de courbe, tellement petite que l'on pourrait être tenté d'oublier le début et la fin, la direction et même le sens de lecture. Cette temporalité ne serait donc pas frontale. Elle ne constituerait pas une suite d'événements qui se succèdent, se remplaçant les uns les autres, attestant d'une histoire évolutive au sein de laquelle nous prendrions place dans le présent à un moment donné. Nous serions là, pris en sandwich entre un avant et un après, sorte de témoins inframinces ayant à rendre compte d'une époque par causalité entre ce qui la précède et ce qui lui succédera. Cette feuille de salade verte, censée témoigner d'une fraîcheur, mais qui souvent flétrit trop vite. Le contemporain est l'inactuel, dit Roland Barthes. Considérons donc l'histoire comme une géographie. Dès lors, les notions de propriété, d'appropriation, de référence s'abolissent dans le travail. Là où je pratique, l'histoire est une géographie que j'arpente sans ordre chronologique. Je me place dans un espace où la temporalité est distribuée autour de moi. Je déambule dans les époques, je rencontre des interlocuteurs avec lesquels l'échange fait sens. Je pratique avec eux. Je les invite sur mon praticable, de même qu'ils m'invitent chez eux. Cette distribution, cette production de l'histoire qui se signe non comme un générique qui défile, mais comme une circonférence qui s'établit, autorise l'artiste à toutes les rencontres et surtout à toutes les contemporanéités. Quand je dis qu'un tableau ou une œuvre est contemporaine du moment où on la regarde, plus que du temps où elle a été produite, il s'agit toujours de rencontres. Dans la pratique, sur mon praticable, j'ai affaire avec ce qui arrive. Tout arrive, dit Mallarmé. Le praticable n'a pas de physionomiste à la porte d'entrée. Le praticable n'a pas de porte d'entrée. Il s'établit.
Il ouvre là les conditions de travail. Il ouvre à la rencontre. Pour dire une chose, il faut 2 voix au moins, parce que celui qui l'a dit, c'est toujours l'autre. Maurice Blanchot. Comment savoir d'où vient l'idée quand elle est née de la conversation ? Qui en serait propriétaire ? Le tableau est impraticable où peut entrer ce qui arrive, quelle que soit son origine et sa destination. Ni propriété des formes, ni propriété des matériaux. Le praticable admet toutes les expérimentations, même contre nature ou à contre-emploi. Dubuffet parle de l'inapproprié. J'ai quelquefois aimé à employer des matériaux doués d'un fort langage propre, comme c'est le cas des ailes de papillon ou des feuilles de chou, et ce, à raison même de leur criante inappropriation. Je suis convaincue que l'inapproprié peut constituer un recours des plus efficaces pour donner à ressentir fortement la nature mentale de l'opération à laquelle se livre le peintre en élaborant une image. Ce qui compte serait l'emploi qu'on fait des choses, pas de propriété à ce qui est inapproprié. Inapproprié, le carton sur la toile, la palette posée après coup dans le tableau. Inapproprié, le crayon de couleur sur une toile enduite et totalement imperméable. Dubuffet encore. Les transcriptions que sont les images, le langage qu'elles empruntent, sont en étroite liaison avec le jalonnement de la pensée et ses parcours, empruntés par nécessité de la pensée. Pour penser, la pensée emprunte des chemins. Le parcours n'est ni linéaire ni univoque. L'art sur le praticable respire. Il se produit non selon son époque, ou moins selon son époque, que selon les déambulations qui font fi du temps comme des territoires clos. Les palindromes parcourent l'histoire dans tous les sens. Ils favorisent les rencontres. Gentileschi, voilà, XVIIe siècle, rencontre Bockner, XXe. Magritte, début XXe, rencontre Onkawara, fin XXe. Courbet, 19e, rencontre Cadéré, 20e. Et Picasso rencontre, j'ai oublié son nom, 20e. Et inversement. Les palindromes se lisent autant de gauche à droite que de droite à gauche. Ils empruntent un langage qui excède la notion de propriété et d'appropriation pour ouvrir à leur événement propre, c'est-à-dire comment les gestes se rencontrent au-delà des époques, comment le faire se donne la main, comment les relais se passent en faisant fi de la linéarité. L'art enfreint toujours quelque chose. Pas forcément les codes de l'époque, mais la matière elle-même se franchit, se dépasse. La question n'est pas de bien peindre au risque de devenir pompier. La question est de creuser ce qui se dit en franchissant la matérialité. Tu sais, l'espace est infini. Tu sais, tu n'as rien à voler. Tu sais, ce qui s'inscrit dans ton œil approfondit pour nous la profondeur. Paul Celan dans La rose de personne. La rose de personne. Dans cette Près d'elle, série qui articule toujours dans des formats de 55 par 33 cm des syllabes avec des formes, le branchage vient de La Vierge au buisson de rose de Martin Schongauer, XVe siècle. Je n'emprunte pas cet entrelac de tiges, feuilles et épines. Je parle à travers lui. Nous parlons chacun les uns au travers des autres. Schongauer parle à travers moi autant que je parle à travers lui. L'art est un langage,
une langue que je réactive en me l'appropriant. Non forcément pour en faire une autre propriété, mais pour mettre son sens et sa beauté en circulation. Il y a de la migration forcément, le passage, la traversée d'une terre à une autre. Les demoiselles d'Avignon en sont un manifeste. Picasso ne s'approprie pas les masques nègres dont il affuble les visages de ces femmes. Il fait venir l'Afrique en Europe. Il fait venir un autre art dans l'art légitime. Il l'invite à prendre part à l'histoire. Il fait dialoguer ces deux hémisphères. Il franchit les océans et affranchit les formes de leur territoire de naissance pour les faire dialoguer dans le praticable du tableau. Bienvenue aux roses de personnes ici. Devenez les roses de nous. Ne devenez pas nos roses, mais devenez collectivement les roses de nous. Les ready-made appartiennent à tout le monde, les tableaux aussi. Daniel Arras dit qu'il suffit d'avoir vu une seule fois, une seule, en vrai, se lever un tableau devant soi. Il dit se lever comme on dit d'une aube qu'elle se lève, pour le connaître pour toute la vie. Luce Irigaray, féministe de la deuxième moitié du XXe siècle, oppose l'intention à la possession. Elle propose de dire « j'aime à toi » plutôt que « je t'aime ». Le T' de « je t'aime » réduisant l'autre à quelque chose que l'on s'annexe, que l'on s'attribue dans une boucle entre « je » et « aime ». « J'aime à toi » se place non dans la possession, mais dans la destination d'une relation jamais atteinte, jamais conclue, toujours dans le mouvement vers l'autre. Dans ce tableau où j'ai plié en deux le baptême du Christ de Piero della Francesca comme un test de Rorschach, une figure centrale bleue apparaît, qui est sans doute celle du peintre ou celle du langage, comme une bulle de bande dessinée entre deux époques qui dialoguent. Au sol, l'étang du baptême devient ce podium, ce praticable où a lieu la scène. Cela reste un baptême aussi, car dans l'inapproprié se joue toujours quelque chose qui nous met au monde en tant qu'artiste et qui met au monde le spectateur qui regarde l'œuvre. Apprendre à voir et désapprendre à reconnaître, dit Lyotard. Reconnaître, c'est retrouver ce que l'on sait, que l'on possède, c'est retrouver son savoir. Le rôle de l'artiste est de dénouer ces inductions qui nous cantonnent à nos précarés pour ouvrir la vision, et par la vision, ouvrir la pensée à de l'inédit. Inédit, puisque fictionnel, les noms de cette population d'artistes mis au monde pour venir renflouer une histoire de l'art univoque et quasiment exclusivement masculine. Est-on propriétaire de son nom ? Les femmes, non, puisqu'elles héritent du nom de leur père et épousent celui du mari. Les artistes, oui, et leur nom devient même une forme en soi, nourrie de toutes leurs œuvres produites, comme une planète. Ces portraits grandeur nature travaillent par solarisation. Ils inversent l'ombre et la lumière pour mettre au jour la part manquante de l'humanité artistique. Les prénoms changeants de genre viennent faire émerger un double féminin et constituer un champ de l'histoire de l'art élargi. Elisabeth Lebovici écrit le nom du père, tel que l'utilise la psychanalyse lacanienne, est aussi et en même temps le nom NON du père, ce qui ordonne et interdit simultanément. Il arrive souvent que dans les sociétés patriarcales et patrilinéaires, le père soit chargé de la détention et la transmission du pouvoir, du savoir et du statut du sujet. Le langage des portraits grandeur nature interroge cette possession unilatérale du nom et font de ce nom propre élargi une forme de réflexion impraticable. Qu'est-ce d'autre que le langage ?
On ne possède pas une langue, on la pratique. On possède la connaissance de quelque chose, mais on pratique l'expérience de celle-ci. Dans son livre Écolalie, Daniel Heller-Rosen écrit qu'un nourrisson est capable d'articuler dans son babil une somme de sons qu'on ne trouve jamais réunis à la fois dans une seule langue. Il peut produire, sans effort, n'importe quel son de n'importe quelle langue humaine. C'est en faisant l'acquisition de sa langue maternelle qu'il perd sa capacité à émettre les sons étrangers au système phonétique de celle-ci. Et il est bien naturel que, cessant d'employer les sons absents de la langue qu'il apprend, il oublie bientôt jusqu'à la manière de les produire. Parce que je me suis intéressée dès mon plus jeune âge à la peinture comme langage, à la parcourabilité des tableaux, comment notre regard évolue dedans, j'ai créé Matrice, cette œuvre où le langage est offert comme un espace de déambulation. Ni une langue possédée, ni un langage qui définit et enclôt des notions, mais un espace de parcourabilité où le corps est libre de ses lectures. Habiter le langage signifie aussi l'espace entre les sons, ces intervalles qui séparent les formes les unes des autres, mais servent aussi à les ajuster. Et c'est parce que les intervalles d'une image sont aussi des figures, mais des figures impliquées dans une appréciation de l'espace, à contempler ou à parcourir, que le regard du spectateur, passant d'une figure à l'autre, s'interroge sur leur relation et que, tâchant de deviner la portée de leur association, il finit par s'en rendre maître. Voilà pour ce qui est la première partie de ma présentation. Et maintenant, je vais vous montrer des images que je vais commenter au fur et à mesure. Donc ça, c'est ce work in progress qui s'appelle Matrice, qui est installé un seul module, qui est installé tout seul. Et là, c'est une exposition qui est en cours à Cambridge, en Angleterre. Et la pièce s'appelle From A to H. Ce sont les 8 premières lettres de l'alphabet qui sont disposées ouvertes. Ça, c'est une exposition. Alors, je parlais de l'inapproprié tout à l'heure. C'est une technique que j'emploie beaucoup, qui est du crayon de couleur sur toile. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, sur de la toile complètement imperméable, alors que le crayon de couleur est censé être utilisé sur une toile ou du papier ou sur quelque chose qui permet d'absorber les pigments, donc qui soit perméable. Mais là, le pigment reste complètement en surface. Et du coup, la chromie est très différente que sur du papier. Ça, c'est une exposition que j'ai faite avec une commissaire qui s'appelle Elena Sorokina dans une galerie à Bruxelles. Par rapport à cette question de propriété, on peut voir différents éléments. L'urinoir de Duchamp, un tableau de Van der Weyden à gauche, qui sont incorporés aux formes que j'utilise dans mon travail. Le dessin qui est posé par terre au fond est le concept du palindrome. Donc il figure vraiment cette question de l'histoire qui va autant pour moi de droite à gauche que de gauche à droite, avec ces chevrons qui passent dans les deux sens. Voilà une petite prédelle, donc toujours ces formats 55 par 33 qui fonctionnent avec des syllabes. Ça, c'est une exposition que j'ai faite l'hiver dernier à la Kunsthalle de Bratislava, en Slovaquie, et qui montrait une série de portraits, grandeur nature, comme ça, associés, parce que c'est important pour moi que toutes ces formes soient toujours liées à la question de la peinture, et là, en l'occurrence, de la représentation. C'est-à-dire que quand tu as dit tout à l'heure que c'était un geste militant, c'est pas tout à fait juste dans la mesure où, pour moi, c'était vraiment comment on peut représenter avec la peinture. Et la peinture, et je considère, c'est drôle parce que il y a pas très longtemps, une artiste, enfin une peintre vraiment qui s'appelle Farah Atassi m'a dit, mais toi, tu es une artiste qui fait de la peinture. Et c'est pas du tout mon sentiment. Moi, j'ai le sentiment d'être fondamentalement peintre. Je travaille beaucoup avec le médium peinture. Mais quand j'ai fait cette série de portraits, mon moteur, c'était représenter ce qui manquait à l'histoire de l'art.
Et pour représenter, voulant étymologiquement dire rendre présent, j'ai fabriqué cette population fictive qui, comme j'ai dit tout à l'heure, venait rajouter son volume à une histoire de l'art trop plate. Et je l'ai montré donc à Bratislava avec un grand tableau d'une série récente qui sont des grands formats de 2 mètres par 3 sur la question de la migration et de la langue maternelle. La migration vue au travers de comment est-ce qu'on peut franchir les frontières et qu'est-ce qu'il advient de la langue qu'on transporte avec soi dans son corps et comment le corps devient sa propre géographie. Voilà ce grand tableau qui est tissé de mots d'un ami poète à qui j'ai demandé d'écrire un poème à partir de cette notion de terre et de langue maternelle. Donc la série s'appelle Land and Language. Et elle en compte 6 grands formats, voilà, pour l'instant. Ce travail du tissage du mot et de la peinture, il est à l'œuvre là, enfin, dans ce tableau qui s'appelle Olympia, numéro 2, et où j'ai commencé par peindre la grille de tous ces synonymes du mot femme dans la langue française du XIIe au XXe siècle, qui est vraiment un bon exemple de cette question de l'histoire comme géographie. Ce n'est pas seulement la capacité à se déplacer sur un praticable où l'histoire deviendrait horizontale et on viendrait chercher des choses avec lesquelles on entre en dialogue. C'est aussi, là, par exemple, ce travail sur les synonymes qui vont traverser l'histoire et qui nous promènent non seulement d'époque en époque, mais de sphère sociale. Le langage il est lié aussi au milieu dans lequel on est, tout à fait. Et donc, pour juste vous dire, au niveau de la peinture, ce franchissement dont je parlais tout à l'heure, ça, c'est quand je travaille comme ça, je peins d'abord les mots sur la toile, comme une grille, et je vais venir peindre la figure entre les lettres. Donc, tout ce que vous voyez qui figure cette femme allongée, le bouquet, tout ça, c'est une déambulation entre les lettres que j'ai placées au départ. D'ailleurs, vous voyez qu'il y a des lettres qui restent creuses. En fait, j'ai pas peint partout. Et là, on retrouve complètement l'œil se promenant c'est un mot de Daniel Arras, une expression quand il parle de la parcourabilité du tableau. Et c'est un terme que j'aime beaucoup. Et là, physiquement, quand je fais ce type de travail, je me promène vraiment entre les lettres en peignant. Là, ce tableau a été présenté dans une exposition à Nantes. Quand le musée était fermé, les expositions se passaient dans la chapelle à côté. C'est Catherine Grenier qui était la commissaire et on avait choisi de montrer justement cette matrice en résine blanche qui fait 10 cm de haut, comme si, je dis souvent, c'est comme si le langage était sorti du tableau. Et dans cette exposition, à propos de l'histoire comme géographie, j'avais choisi de montrer 20 portraits que j'avais pris dans la collection du Musée des Beaux-Arts. Et je les avais juxtaposés comme s'ils racontaient l'histoire de quelqu'un. C'est-à-dire que j'avais fait fi complètement de l'époque à laquelle ils étaient peints. Et je les avais accrochés en fonction de l'âge du sujet représenté. Donc on commençait par un petit garçon à gauche. Et on passait jusqu'à un vieillard au-delà. Il y avait 12 tableaux. Voilà, c'est très beau parce que le Ingres, ils étaient tous accrochés à 20 cm les uns les autres. C'était comme un flipbook un peu. Et ça m'avait permis, moi, de mettre en regard mon travail vraiment comme un dialogue. Là, c'est un autre exemple de conversation entre les époques avec ce travail que j'ai fait qui s'appelle les cartels, où j'avais récupéré dans une exposition que j'avais fait au SMAC à Gand en 2007 des petits morceaux de plastique qui servaient à venir désigner des œuvres qu'on n'avait pas accrochées. Donc j'ai trouvé très joli ces 4 petits morceaux de plastique ensemble avec 4 titres qui
qui fonctionnait comme une œuvre, autoportrait, bien faite, mal faite, pas faite, sans titre et ready-made. Et beaucoup plus tard, j'ai fait ce travail avec un zoom sur l'origine du monde et en faisant un polyptyque de ces 4 cartels. Et on l'avait accroché au musée des Beaux-Arts d'Angers, à côté d'un tableau de Lippi qui s'appelle « Allégorie de la simulation » et qui est directement un tableau... une allégorie sur le sexe féminin. Je ne vois pas pourquoi d'ailleurs il s'appelle simulation, mais il nous expliquera dans une autre vie ce qu'il avait voulu dire. Voilà ce polyptyque. Là aussi, le texte, l'écriture est peinte d'abord et après l'image. Et ça, j'ai mis cette photo juste pour que vous ayez l'échelle des éléments qui sont au sol avec lesquels je travaille actuellement, qui sont des moules de matrices. Et j'ai travaillé à un abécédaire en photographie qui va être édité prochainement avec un texte d'un écrivain qui s'appelle Tiffaine Samoyo. Donc c'est un livre d'artistes qu'on est en train de préparer. Et les images, c'est un abécédaire de A à Z avec ces éléments qui constituent les lettres et que j'ai photographiées au sol dans l'atelier. Voilà. Merci à vous.